juin 1944, et dans les jours qui suivent, plus d'une centaine de lycéens parisiens quittent la capitale, par petits groupes. Ils filent vers le sud, pour aller combattre les Allemands. L'aviation anglaise doit leur parachuter des armes dans les forêts de Sologne. Ils sont issus des grands lycées parisiens, regroupés dans une organisation appelée le Corps Franc Liberté. Ils font partie des plus jeunes résistants que la France ait connus. Ils se sont engagés dès 1940, certains dès l'âge de 14 ans, et souvent sans le dire à leurs parents. Dans les greniers, dans les caves des lycées, ils se sont entraînés et ont été finalement intégrés aux forces françaises de l'intérieur. Extrêmement prudents, ils ignoraient pourtant une chose. Un lycéen de leur réseau informait la Gestapo depuis plusieurs années. Il s'appelait André, il avait 17 ans. Pourquoi a-t-il trahi? Était-il le seul? Le 10 juin 1944, il est trop tard pour se poser ces questions. 41 lycéens seront massacrés ce matin-là. Les parents découvriront bientôt leur corps. 15 périront en déportation. Des dizaines d'autres encore se cacheront dans les bois et repartiront combattre. Cette tragédie eut lieu le même jour que le massacre d'Oradour-sur-Glane, qui semble l'avoir éclipsé dans nos mémoires. Et pourtant l'épopée de ces lycéens résistants mérite d'être racontée. Les témoins du massacre ont disparu, mais il reste les écrits, le récit d'un miraculé, les confessions d'un traître et les lettres d'adieu. Avec ces mots, on peut redonner vie à ce réseau de jeunes résistants, à ces lycéens disparus qui nous parlent de l'engagement de la jeunesse, de son courage, de sa clairvoyance devant l'histoire. Pour raconter l'épopée de ce réseau, il faut revenir à la rentrée des classes de 1940, la première sous l'occupation allemande. Bernard Villette était alors élève au prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris. Les membres du réseau viendront comme lui des grands établissements parisiens, réservés alors aux garçons, en majorité issus de milieux privilégiés. Bernard, lui, venait de Corrèze. Ce sont ces bonnes notes qui lui avaient ouvert les portes de ce lycée. Il sera l'un des survivants du Corps Franc Liberté. Quand je suis arrivé à Paris, en 40, interne à Louis-le-Grand, les soldats allemands sillonnaient partout la capitale, arrogants et hautains. C'était une exaspération permanente de les supporter. On les voyait dans les rues, dans les musées, le métro, les magasins, les restaurants, les églises. L'immense majorité des foules semblait ne pas les voir. Ils étaient invisibles, transparents. On les ignorait. Quelques semaines après la rentrée, un événement fondateur pour la résistance lycéenne va catalyser ses premiers sentiments de refus face à l'occupant nazi. La veille du 11 novembre 40, nous avions appris qu'un rassemblement devait avoir lieu à l'Arc de Triomphe, sur les Champs-Élysées. Cette information avait été transmise par un petit papier très court, circulant au hasard de main en main. Tu n'assisteras à aucun cours.
tu iras honorer le soldat inconnu. Nous, les internes, nous ne pouvions pas nous y rendre. Si je peux pas rentrer, Nous nous exposions à un renvoi de l'établissement. Je faisais les études grâce à mon oncle. Je ne pouvais donc pas trahir sa confiance en prenant ce risque. Dans les lycées parisiens, la rumeur de ce rassemblement sur les Champs-Élysées s'est rapidement diffusée. La date du 11 novembre n'a pas été choisie au hasard. C'est le jour de la victoire de la France contre l'Allemagne, lors de la Première Guerre mondiale. Raymond Delassus, du lycée Janson de Sailly, a osé participer à cette manifestation. Il va jouer un rôle très important dans le futur réseau qui n'est pas encore constitué. Il sera lui aussi un des survivants de l'épopée. Moi, je me suis retrouvé avec quelques centaines de jeunes sur les Champs-Élysées, le 11 novembre 1940, à chanter la Marseillaise et à crier « Vive de Gaulle ». Cela n'a pas duré longtemps, car les Allemands sont arrivés rapidement en force. Nous nous sommes envolés comme des moineaux. Mais peu importe. Nous avions chanté, crié. Nous avions eu la sensation de narguer l'occupant et la joie de nous sentir libres. L'espace d'un instant, nous avions oublié notre sort de vaincus et cela nous avait donné du cœur au ventre pour la suite. La Wehrmacht, après un moment de surprise, réprime sévèrement ces quelques 3000 étudiants et lycéens qui chantent et agitent des drapeaux anglais ou français. À la fin de la journée, on compte des dizaines de blessés et plus de 1000 arrestations, dont la moitié de lycéens et de collégiens. Mais cette manifestation a donné envie aux plus téméraires de se revoir, de s'organiser, d'agir. Dans l'année qui suit, la résistance lycéenne cherche à s'organiser face à l'occupant. Mais que peuvent quelques milliers de lycéens rebelles devant le régime de Vichy, qui veut rééduquer la jeunesse, face à la surveillance, face aux arrestations de ceux qui s'opposent au nouvel ordre? Beaucoup d'entre nous n'avaient pas supporté, juste après la rentrée, la rencontre entre Hitler et le vieux maréchal Pétain, qui avait annoncé vouloir collaborer avec les nazis. Très vite, son visage a été placardé partout, avec cet air patelin de grand-père gâteau. C'était insupportable. Je crois que la plus belle, c'est celle où vous êtes en uniforme, avec votre képi, qui caractérise le mieux votre expression à la fois de bonté et de fermeté. Oui, puis en somme, avec mon képi, on me reconnaîtra. Quant à l'affaire des portraits cassés de Louis le Grand, qui étaient remplacés puis immédiatement détruits par certains camarades, cela nous a permis de repérer au lycée ceux qui riaient et les autres, les salauds, les imbéciles, qui disaient qu'on manquait de respect aux vainqueurs de Verdun. Pour moi, tout ça sonnait faux. Nous avions froid, nous avions faim. Les Allemands étaient les maîtres partout. On se disait qu'il fallait continuer à lutter, mais que faire? Et surtout, comment faire? En
1941, et surtout 1942, un jeune homme va jouer un rôle clé dans la naissance du Corps Franc Liberté, dont il va devenir le chef. Attends. 1 minute. Il s'appelait Philippe Vacrenier. Lui aussi a voulu entrer dans la résistance, après avoir manifesté dans son lycée, à Compiègne, le 11 novembre 40. Un an plus tard, il est entré au lycée Janson de Sailly, à Paris. L'un des souvenirs les plus marquants que j'ai gardés de cette période fut la longue et difficile recherche de contact. Nous disons, la bibliothèque est en feu 2 fois. Du ciel à la terre... Il n'y avait bien sûr pas de bureau de recrutement, et nous devions trouver quelqu'un à qui parler. À la fin de l'année 1942, Vacrenier entre dans une organisation née au lycée Chaptal de Paris et rassemblant des lycéens voulant s'opposer aux nazis. Il va ensuite nouer des contacts avec des professeurs de l'école normale supérieure, dirigeant un important réseau de résistance appelé Vélite. Vacrenier fait peu à peu entrer des lycéens dans la branche Action de ce réseau, qui est en connexion avec Londres. Le Corps Franc Liberté est né, recrutant des jeunes prêts à se battre le jour venu. Cela ne nous a pas apporté grand-chose au départ, mais on avait le sentiment de ne plus être seul, comme une bande de gamins, d'être enfin rattachés à la France combattante. De temps en temps, on nous confiait une mission. Par exemple, trouver des terrains d'atterrissage, destinés à faire venir ou à faire repartir des agents d'Angleterre. Parmi ces dizaines de lycéens qui se retrouvent après les cours, il y a par exemple René Koch. Il vient du lycée Michelet de Vanves, en banlieue de Paris. Il a choisi la résistance comme son grand frère, qui a rejoint l'Angleterre en 40. Pierre Bello est lui originaire de Lille. Il est passé par Louis le Grand et ses parents le soutiennent dans son engagement. François Baillet aussi vient de Louis le Grand. Il a fugué pour rejoindre l'Angleterre avant d'être rattrapé par son père. Depuis, il cache à ses parents ses activités dans la résistance. En 1942, Baillet est allé donner à boire aux Juifs, raflés et parqués au Vélodrome d'hiver. Une solidarité que d'autres lycéens marqueront en portant de fausses étoiles juives, absurdes, avec des mentions Papou, Auvergnat, Swing. Certains seront arrêtés et même internés pour avoir fait cela. Des étudiants venus parfois d'autres organisations vont rejoindre le réseau. Lucien Schmant est l'un d'eux. Il connaîtra un destin extraordinaire à l'été 1944. On était unis par le même désir. Nuire aux Allemands, chasser l'occupant. Mais on ne pouvait rien faire. Il nous fallait des armes, des directives. De temps en temps, l'un d'entre nous était désigné pour transporter du papier, des plombs ou des journaux. Parfois, sur un boulevard, une nuée de tracts se répandait. Il fallait agir ensemble, à la même minute, et disparaître. Seule la presse allemande et collaborationniste est autorisée. Les nazis traquent les journaux illégaux dans la capitale. Mais certains lycéens résistants, comme Jacques Lucéran, aveugle et élève à Louis le Grand, vont jouer un rôle très important dans la diffusion de certains titres, comme Défense de la France. Imprimés clandestinement, ils atteindront des tirages de plus de 300 000 exemplaires, distribués par des milliers d'élèves volontaires, filles ou garçons. Au lycée,
Ces journaux clandestins glissaient prudemment de main en main. La discrétion et la méfiance étaient de rigueur. Nous devions faire très attention aux collabos, aux fils de collabos. Il y en avait toujours 5 ou 6 qui traînaient de ci, de là. J'ai distribué des tracts ou des journaux un peu partout dans des boîtes aux lettres, sous des portes. D'autres ont osé des distributions dans le métro, dans la foule, depuis des vélos. Des jeunes ont pris des risques immenses au cours de ces opérations. C'était le temps où la vérité était illégale. On risquait la mort et la torture pour avoir osé écrire, imprimer et diffuser que Hitler était un ennemi dangereux et Pétain un traître. Quand on combat le nazisme, la jeunesse n'est pas une circonstance atténuante. Et les membres du réseau Liberté le savent bien. Fin 1941, en représailles à l'assassinat d'un officier, les Allemands ont fusillé une 50aine de prisonniers. Parmi eux, Guy Moquet, issu du lycée Carnot. Il a été arrêté pour avoir distribué des tracts communistes. Les nazis choisissent d'exécuter l'adolescent de 17 ans pour l'exemple. En 1942, 5 élèves du lycée Buffon, ayant pris les armes, sont condamnés à mort pour avoir mené des attentats contre l'occupant. Ils sont eux aussi fusillés. Au lycée Louis-le-Grand, des réunions avaient lieu dans des salles de classe. On nous fournissait de la documentation que nous étudions discrètement. Des instructions précises, à propos notamment des mitraillettes anglaises, des grenades, des explosifs ou encore des mines. C'était du danger sur papier. Mais nous savions qu'un jour, nous serions confrontés à la réalité. Le lycée Stanislas de Paris a conservé ces croquis laissés par un jeune membre du réseau. En 1943, le danger sur papier va devenir concret pour ces lycéens. Au printemps 1943, le père d'un de nos camarades a réussi à entrer en contact avec les services de renseignement britanniques. Les Anglais nous ont parachuté des armes, des explosifs et d'autres moyens de sabotage. Cela nous a permis de compléter notre entraînement militaire, en manipulant des revolvers, des grenades et des mitraillettes Sten. Pendant la guerre, de nombreux réseaux de la résistance ont été infiltrés par des informateurs de la Gestapo, des traîtres. Malgré son organisation militaire et cloisonnée, le réseau Liberté ne va pas y échapper. Un jeune homme du lycée Condorcet de Paris va trahir ses camarades. Il s'appelle André Parent. Originaire de Dunkerque, Parent est arrivé à Paris en 1940. Son père comptable y avait trouvé un nouvel emploi. Il est entré dans l'organisation clandestine après avoir été approché par un élève du lycée Saint-Louis, Claude Soref, un des chefs du réseau. Claude a aussi embarqué son jeune frère, Serge Soref, qui étudie lui au lycée Carnot. C'est un long processus qui a conduit le jeune André Parent à trahir ses amis. J'étais à cette époque démoralisé. Je me remettais des suites d'une jaunisse. De plus, j'avais contracté au début de l'année 1943 la syphilis. J'avais commis une faute avec une jeune fille. Mes parents m'ont soigné, mais m'ont sanctionné en limitant à 25 francs par semaine mon argent de poche.
j'étais déprimé. Car mes camarades disposaient de sommes plus importantes. Le samedi, ils allaient au café, au cinéma ou au théâtre. Je ne pouvais pas les accompagner. Début mars 1944, poursuivi par ce désir d'argent et dans un moment d'irréflexion, je me suis rendu au service de la Gestapo rue des Saussets. Je me suis dit qu'en donnant des informations aux Allemands, je pourrais recevoir l'argent qu'il me manque. J'ai donné sur l'organisation de notre mouvement et les membres qui en faisaient partie toutes les indications que je possédais. C'est ainsi que j'ai cité les noms des frères Soref, de Philippe Vacrenier, peut-être de Koch. J'ai dit en particulier de Vacrenier qu'il était intouchable, qu'il prenait de très grosses précautions. Les Allemands m'ont remis 1000 francs et m'ont enregistré sous le nom d'agent Claude. Vers le mois de mai 1944, j'ai signalé aux Allemands que nous devions tous nous retrouver au sud d'Orléans si le débarquement allié avait lieu. Au printemps 1944, la rumeur du débarquement se fait de plus en plus précise au sein de la résistance. Raymond Delassure, membre du réseau, s'est alors exilé sous une fausse identité en Sologne, près de la Ferté-Saint-Aubin, pour échapper au service du travail obligatoire en Allemagne. Il a convaincu ses chefs que les lycéens pourraient se rassembler dans cette région, pour ensuite aller rejoindre les maquis avec l'aide de la résistance locale. Je me suis démené pour mes camarades. Je sélectionnais les lieux destinés à accueillir nos troupes. Je faisais régulièrement la tournée des endroits retenus pour savoir si tout était en ordre, et j'en rendais compte à Philippe Vacrenier lorsque je venais à Paris. Parmi les sites choisis, la ferme du By, qui doit servir de point de rendez-vous pour des dizaines de lycéens et étudiants qui arriveront de Paris. Les coordonnées de ce lieu ont été transmises à la résistance et au renseignement anglais. La Royal Air Force doit y parachuter des armes le jour venu. Désormais, nous étions dépositaires d'un lourd secret si par malheur nous étions arrêtés et torturés. L'atmosphère était chaque jour plus pesante. On sentait bien que l'étau se resserrait autour des résistants. Vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin un débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Ce fut une grande émotion, une grande joie, mais aussi une grande pagaille. Dans les heures qui suivirent, je reçus quantité de demandes de mes copains du réseau qui voulaient partir tout de suite se battre. Il fallut conseiller la prudence, étaler les départs, recommander de partir sans armes et avec des papiers en règle en cas de contrôle. Oui, les journées des 6 et 7 juin 1944 furent pour moi épuisantes. Dans les jours qui suivent le débarquement en Normandie, les lycéens parisiens du corps franc Liberté convergent par dizaines en Sologne. Les historiens estiment leur nombre à 150 environ, dispersés par petits groupes. Une fois que les Britanniques leur auront parachuté les armes, leur mission est de rejoindre les maquis de Corrèze pour harceler les troupes allemandes qui remontent vers le nord du pays. Le traître André Parent a décidé de participer avec ses camarades à cette expédition très risquée. Il s'en expliquera ultérieurement.
J'avais appris la nouvelle du débarquement au lycée, le 6 juin au matin. Vers la fin d'après-midi, rendez-vous fut pris chez René Coche. Nous avons quitté Paris vers 22h30. On nous avait communiqué un ordre de mission direction la ferme du By, en Sologne. À ce moment-là, je m'étais dit que je devais me détacher des Allemands, qu'ils allaient être débordés. Donc j'avais choisi de partir avec Claude Soref, son frère Serge et mon copain Coche. Il y avait des bombardements et de gros dégâts sur les lignes de chemin de fer. Alors nous sommes partis à pied, en stop, montant parfois dans un train. Nous savions très bien que ce moment représentait un grand tournant dans notre adolescence. Nous étions très déterminés au fond de nos cœurs. Je ne voulais pas en discuter avec mon père. Il n'aurait rien compris. Il m'aurait interdit de participer à quoi que ce soit. De toute façon, j'aurais désobéi. Notre groupe n'est parti de Paris que le 9 juin, 3 jours après l'annonce du débarquement allié. Nous craignions d'être arrêtés au barrage formé par la police française ou allemande. Alors nous avons pris les petites routes pour rejoindre la Sologne. J'étais parti avec mon ami Pierre Bello, qui, je l'appris plus tard, avait écrit une lettre sublime à ses parents avant son départ. Sachez simplement que je pars jouer mon rôle de Français. S'il m'arrivait malheur, vous n'aurez pas à pleurer une mort inutile. Ce serait celle que j'aurais choisie. Je vous embrasse avec un peu d'émotion, certes, mais aussi le cœur gonflé d'un grand espoir et d'un bel enthousiasme. Enfin, nous arrivâmes au lieu de rendez-vous. Qu'est-ce qui nous attendait là-bas, dans cette ferme, dont on ne voyait que les toits couverts de tuiles? En arrivant au lieu de rendez-vous de la ferme du By, ce 9 juin, les lycéens vont découvrir un événement capital. Plusieurs de leurs chefs ont été arrêtés à Paris 2 jours avant. C'est le cas de Philippe Vacrenier, l'organisateur du Corps Front Liberté. Des responsables déjà arrivés sur place craignent que le lieu ne soit plus assez sûr. Ils ont décidé que seuls quelques lycéens y demeureraient. Chargés de dévier vers des lieux de repli les dizaines de jeunes qui ne cessent d'arriver. Parmi ceux qui restent, Claude Soref. Il figure ici à droite, sur l'unique photo prise par les jeunes résistants à la ferme du By. Georges Barbe faisait aussi partie du groupe. Un jeune homme qui a porté l'étoile jaune dans son lycée, en solidarité avec les Juifs. Personne dans le groupe ne soupçonne alors André Parent d'avoir parlé à la Gestapo parisienne avant d'avoir rejoint ses amis. Claude Soref et Coche m'ont demandé de prendre un tour de garde devant la ferme. J'avais pour consigne d'avertir de toute personne qui arriverait. Après un certain temps, j'ai vu déboucher à une 50aine de mètres de l'endroit où je me trouvais un homme au visage osseux. Coche m'a dit ensuite que cet individu était venu apporter des nouvelles d'un des nôtres qui avait été accidenté. Cette visite ne doit rien au hasard. L'homme s'appelait Pierre Lussac. Ce Français collaborateur travaillait sous les ordres du patron de la Gestapo d'Orléans, Fritz Mertsch, surnommé le Barbie orléanais. En réalité, Lussac cherchait les lycéens depuis plusieurs jours. Il se désignait lui-même comme le Gestapache, moitié gestapiste, moitié apache, comme on appelait alors les voyous.
C'est en prison qu'il avait été repéré par la Gestapo. Devenu collaborateur zélé, il traquait depuis 1942 les résistants, les juifs, les communistes. Il participait à des tortures et à des assassinats. Dans les rues de la Ferté-Saint-Aubin, à quelques kilomètres de la ferme, on sait que Lussac et d'autres auxiliaires de la Gestapo ont cherché les lycéens dans les jours qui précédaient. Était-ce la Gestapo parisienne qui les avait mis sur la piste? Ou bien les garçons, galvanisés par le débarquement, n'étaient-ils pas assez discrets? Le 9 au soir, Lussac arrête dans cet hôtel, près de la gare, Raymond Delassus, du lycée Janson de Sailly. Je n'ai jamais su comment la Gestapo avait eu l'adresse de mon hôtel à la Ferté-Saint-Aubin. Je ne saurais jamais. Détenu au secret puis déporté, il racontera cet épisode à son retour des camps de concentration. J'ai été embarqué par Pierre Lussac et d'autres agents français, rejoint par Max Schneider, chef des opérations à la Gestapo d'Orléans. Ils m'ont emmené là-bas, ils m'ont frappé, questionné, mais heureusement pas torturé. Ils connaissaient déjà le BI, mais voulaient savoir où étaient les autres fermes qui hébergeaient mes camarades. Ils ont organisé un simulacre de fusillade. Je me souviens que face au mur, les mitraillettes dans mon dos, j'ai vu comme sur un écran de cinéma apparaître le visage de mon père. Et je me suis dit, ne dis rien, ne dis rien. L'espoir du combat pour la liberté si proche et tant attendu avait d'un coup cédé la place à la douleur, au désarroi. Cela semblait comme impossible. J'ai juste espéré que ce Duby allait s'en sortir. C'est grâce au journal de Lucien Schmante que l'on a pu connaître en détail la tragédie qui frappa les lycéens résistants entre la nuit du 9 juin et la journée du 10 juin 1944. Le jeune homme va en réchapper miraculeusement. Je me souviens de la nuit du 9 au 10 juin, la dernière que j'ai passée avec mes camarades. Malgré l'absence de nos chefs, malgré cette visite étrange d'un homme à la ferme, nous pensions aux parents que nous avions quittés et aussi à la vie ardente qui nous attendait. Nous avions confiance. Cette nuit-là, ils sont encore une trentaine à dormir dans plusieurs bâtiments de la ferme. Des dizaines d'autres lycéens et étudiants sont hébergés dans les forêts alentours. Il n'y a alors plus aucune arme à la ferme du By. Un groupe a emmené avec lui l'unique mitraillette Sten. Ce qui reste attendent le parachutage des armes anglaises prévues pour le lendemain. Le 10 juin 1944, vers 4 heures du matin, je me suis levé pour uriner. À peine avais-je fait quelques pas dans la cour que l'individu que j'avais vu la veille, Pierre Lussac, s'était lancé vers moi. Au réveil, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que la situation était grave, même très grave. Les bruits dans la cour, les voix qui criaient, quelques coups de feu. J'essaie de garder mon sang-froid et je prends une décision dans la seconde.
À partir de ce moment-là, je n'ai plus bougé. Je suis resté immobile pendant que les Allemands fouillaient. J'ai même senti une botte qui me marchait dessus en jetant un vélo sur le tas de paille. Je ne crois pas qu'il soit possible d'observer une immobilité plus absolue que la mienne à ce moment-là. Oui, j'ai eu peur. Très peur. Il y avait une quinzaine de soldats allemands de la Wehrmacht. 3 Français aussi, et parmi eux, l'homme qui nous avait rendu visite la veille. Pierre Lussac. Les Allemands cherchaient nos armes, mais ils ne trouvèrent qu'une baïonnette et une cartouchière vide. Les Français étaient les plus acharnés à mener notre interrogatoire. Ils demandèrent qui était notre chef. Claude Soref est alors sorti de notre rang. Depuis mon départ de Paris, j'étais resté avec le sincère désir de faire machine arrière. Je voulais combattre dans le maquis avec mes amis. Mais voyant que les choses tournaient mal et craignant d'être fusillé, j'ai été dominé par la peur. Et j'ai pensé que le moment était venu de faire état des services que j'avais rendus à la Gestapo. Quand j'ai été mis à part, je leur ai dit ce que je savais sur notre groupe. Au début, quand nous avons vu André Parent sortir du rang, nous avons pensé qu'il était juste lâche, quand il leur parlait de la mitraillette, des armes anglaises que nous attendions le jour même. Personne ne soupçonnait alors une telle trahison. Au cours de mon interrogatoire, les Allemands et les Français m'ont montré un papier qu'ils avaient trouvé lors de la fouille, et où étaient inscrits les noms de fermes des environs. Je leur ai dit que c'était sans doute à ces endroits que se trouvaient les autres camarades. Enfin, je leur ai dit plus précisément que c'était possible. Ou probable. À l'aube du 10 juin, les lycéens ont été séparés par petits groupes. Les soldats allemands attendent les instructions. Quand le jour s'est levé, l'ambiance avait changé. Lussac était reparti et cette absence nous parut de bon augure. Nous pensions que nous allions être emmenés en camion comme prisonniers. Après une demi-heure d'absence, Lussac revint au Bi. Et c'est alors que nous fûmes séparés en plusieurs groupes. Les Allemands nous ont emmenés dans un chemin forestier. Nous avons marché jusqu'à plus de 800 mètres de la ferme. Pourquoi ce calvaire? Ils voulaient sans doute faire croire à un combat, à une fuite qui pourrait légitimer un massacre. C'en était fait de nos beaux rêves. Chacun de nous avait bien fait le sacrifice de sa vie, mais mourir de cette façon, trahi. J'ignore ce à quoi pensaient mes camarades. Moi, je ne songeais ni à ma famille, ni à mon enfance, ni à Dieu. J'étais résigné, attendant la mort avec sang-froid.
pensée m'effleura. Celle d'un habitant de Dinan qui, en 1918, fut fusillé avec d'autres otages dans un garage, mais qui ne fut pas atteint. Je suis abasourdi par les détonations, mais je me rends compte que je n'ai pas été touché. Je crois un instant que ce n'était qu'une menace, mais je m'efforce le plus possible de faire le mort. Les yeux révulsés, la bouche ouverte, les bras crispés autour de ma tête. Je réalisais que j'étais en vie. Je m'aperçus alors, à cause de la chaleur provoquée par le sang qui coulait, que mon bras gauche avait été touché. Puis j'entendis de nouveau des ordres, 6 cris affreux, puis 5 autres victimes qu'on fusillait dans le fossé. Entre l'aube et environ 10 heures du matin, les Allemands et les gestapistes français ont fusillé les 29 lycéens découverts à la ferme du Puy et dans une grange non loin. Les documents trouvés lors de la fouille les mettent sur la piste des autres groupes de lycéens résistants. La Wehrmacht se déploie alors dans les bois alentours. Au moment du massacre, Bernard Villette et un groupe comptant une vingtaine de résistants lycéens se trouvaient non loin de la ferme, dans un lieu appelé Grand Bois. J'ai entendu des tirs en rafale et des coups fractionnés. Cela venait de l'ouest. Je savais que la ferme était de ce côté. François Bayet arriva vers moi en courant. Il m'a demandé si on m'avait suivi. Puis il m'a seulement dit « C'est au Puy, c'est sûr ». Il était 10 heures. Malgré le sang qui coulait abondamment de ma blessure, je courais à une vitesse dont je ne me serais jamais cru capable. Après une course d'environ 2 heures à travers bois et marais, je me suis réfugié chez de braves solognos qui me soignèrent, me cachèrent. Quatre jours plus tard, je regagnai Paris et retrouvai ma famille. Pendant la matinée, j'avais été enfermé dans un clapier avec un groupe de camarades qui ont ensuite été emmenés dans les bois. J'ai été mis à part et sous la surveillance d'Allemands, j'ai dû faire un tas des papiers de mes camarades et j'ai dû les brûler. J'ai gardé pour moi plusieurs portefeuilles et des cartes de tabac et de pain. Un de ces portefeuilles contenait 1000 francs.
Plus d'une vingtaine d'autres lycéens ont pris la fuite à travers les bois. Parmi eux, le groupe de Bernard Villette, qui va marcher pendant des heures. Nous nous sommes enfuis par la rivière, le Cosson. Notre petit caporal Baillet, impeccable, menait la marche dans l'eau peu profonde. Nous approchions d'un petit pont routier. Mais à ce moment de la journée, le dispositif allemand était renforcé d'une centaine de soldats, déployés dans un vaste périmètre. Un agent français de la Gestapo voulait que la fusillade ait lieu tout de suite. Nous n'avions qu'une seule obsession, faire face ferme. À un moment, Baillet a dit « On criera vive la France ». Ce fut sa dernière consigne. Nos pensées allaient vers nos familles et filaient à toute allure dans nos têtes. Nous n'étions pas des héros. Tout simplement des jeunes au patriotisme imprudent et sans calcul. Les 18 lycéens du groupe de Bernard Villette, retrouvés dans les bois par les Allemands, sont finalement déportés. Seuls 3, dont Villette, reviendront vivants des camps. François Baillet, de Louis le Grand, déporté à Dachau, meurt à 18 ans au camp de Vehingen. J'avais passé toute la matinée dans la paille. J'avais entendu finalement un va-et-vient de voitures et puis plus aucun bruit. Je m'étais décidé à sortir de ma cachette. Ma première intention était de retrouver un autre groupe, de l'autre côté de la Ferté, et de m'enfuir avec eux. C'est alors que je remarquai les couvertures dans la forêt. J'ai pensé à mes camarades, qui avaient quitté de leur plein gré Paris et leur famille, assassinés sans pouvoir se défendre. Ces jeunes gens, couchés dans la forêt, étaient les traces visibles de la barbarie nazie et de la sauvagerie de leurs amis collaborateurs. Ce 10 juin 1944, les nazis n'ont pas seulement fusillé les 29 jeunes de la ferme du By et déporté les 18 autres qui fuyaient par la rivière. Ils ont aussi massacré un autre groupe, scolarisé au lycée Stanislas de Paris et regroupé dans une propriété de Sologne appelée le Cerbois. Débusqués grâce à un papier trouvé lors des fouilles dans la ferme du By, ils ont été eux aussi abattus, sans armes, dans la matinée. 12 morts de plus. Une note de Fritz Mertsch, commandant la Gestapo d'Orléans, demande le lendemain au préfet d'enterrer les 42 corps. Ils sont en réalité 41. La note souligne qu'il s'agit de résistants qui combattaient ou ont été abattus pendant leur fuite. Un mensonge, pour masquer ce qui constitue un véritable crime de guerre.
l'assassinat prémédité de dizaines de jeunes désarmés. Mais l'histoire du massacre des lycéens parisiens du 10 juin 1944 ne s'est pas arrêtée là. Dans les semaines qui suivent, elle va devenir une histoire de police, de justice et bientôt de vengeance. En août 1944, lors des combats pour la libération de Paris, de nombreux lycéens du corps Franc-Liberté ont pris les armes. Une centaine d'entre eux a échappé aux rafles des Allemands en Sologne. Ils sont remontés vers la capitale ou bien ont rejoint les maquis autour d'Orléans. André Parent, lui, a passé l'été à Paris. Il a été brièvement emprisonné à Fresnes par les Allemands, puis remis en liberté dès le 6 juillet. Quand Paris est libéré, cela fait presque 2 mois qu'il vit chez ses parents, dans le 17e arrondissement. C'est grâce au témoignage d'une mère de famille qu'André Parent va être bientôt démasqué. Madame Soref est la mère de 2 de ses camarades de lycée, Claude et Serge Soref, qui font partie des jeunes fusillés à la ferme du By. Le 19 juin 1944, presque 10 jours après le massacre, nous avons reçu une lettre de la commune de La Ferté. On avait retrouvé la bicyclette de mon fils aîné, sur laquelle figurait son nom et son adresse. Il avait été fusillé avec mon autre fils, Serge. Nous sommes allés immédiatement sur place et nous avons assisté à l'exhumation des corps qui avaient été rapidement enterrés. Ils étaient méconnaissables, mais portaient des vêtements appartenant à nos enfants. Le 10 septembre 1944, à Paris, j'ai appris qu'André, un camarade de classe de mon fils aîné, avait survécu. J'ai contacté ses parents qui lui ont demandé de venir nous rendre visite. J'ai besoin de savoir, André. André nous a raconté les circonstances du massacre. Il a dit qu'une fois les lycéens arrêtés, il avait été enfermé dans un bâtiment avec mes fils et d'autres camarades. Certaines de ces déclarations m'ont paru étranges. Pourquoi ils vous ont mis à l'écart, André? Pourquoi vous n'avez pas été fusillé avec les autres? Avec mes fils? J'ai repensé à ce que m'avaient dit d'autres parents qui étaient allés voir les corps à La Ferté. Sur place, des fermières leur avaient parlé d'un jeune homme blond qui était reparti avec les Allemands au moment de l'exécution. Alors je suis retournée à La Ferté. J'avais gardé une photo de classe sur laquelle figuraient Parent et mon fils Claude. J'ai présenté la photographie à la fermière du By, qui m'a dit sans hésitation qu'il s'agissait bien de lui. Elle disait qu'il était du côté des Allemands et le surnommait l'espion blond. Une fois de retour à Paris, Madame Soref prévient la police. André est interrogé à plusieurs reprises et passe aux aveux en octobre 1944, puis devant un juge d'instruction d'Orléans. Il reconnaît avoir donné à la Gestapo parisienne des informations sur le réseau 4 mois avant le débarquement. Il avoue aussi avoir fourni des renseignements aux Allemands lors de leur venue à la ferme du By, renseignements qui ont conduit aux arrestations et aux assassinats. Mais il niera toujours avoir guidé les Allemands jusqu'à la ferme depuis Paris, réaffirmant avoir voulu combattre avec ses camarades.
En janvier 1945, Parent est jugé, 3 mois après ses aveux. Lucien Schmant, le survivant, assiste au procès. Le 16 janvier 1945, Parent fut jugé à Orléans. J'avais été convoqué comme témoin à la cour de justice. C'est au cri de traître, assassin, à mort, qu'André Parent avait été introduit dans le box des accusés. Le président de la cour n'avait pu s'empêcher de trahir son aversion pour un assassin aussi lâche qui avait conduit ses propres amis au poteau d'exécution. Pendant toute la durée de l'audience, Parent a nié avoir dénoncé le groupe en partant en Sologne le 6 juin. Et il a nié avoir été le complice de Pierre Lussac. Comment le croire? Après 10 minutes de délibération, le jury l'a condamné à mort, les circonstances atténuantes n'ayant pas été retenues. En prison, Parent recevra la visite d'un homme d'église, l'abbé Guillaume, qui rapportera les derniers propos connus du condamné. Dites bien aux jeunes qu'ils profitent de mon expérience en se méfiant de leur cœur. Dites-leur que j'ai été perdu par une liaison qui a causé, avec la maladie qui en est résultée, une dépression physique et morale. Cela a rendu possible la trahison dont je n'ai pas mesuré sur le moment la profondeur insondable. André Parent est exécuté dans un stand de tir d'Orléans, à peine 3 semaines après son jugement. Ce 7 février 1945, les 2 jeunes survivants, Lucien Schmant et son ami Georges Barbe, se sont glissés dans le peloton d'exécution avec l'accord tacite des autorités. Quelques jours plus tard, Schmant écrit au père d'un de ses amis fusillés. J'ai pris en main un parabellum 9 mm. On pouvait distinguer Parent, blême, refuser le bandeau. Les mains libres, il se raidit contre le poteau. Il récita une courte prière, un chapelet à la main, sans quitter l'aumônier des yeux. Barbe baissa le bras en criant feu, et Parent s'écroula, avec un cri affreux. Ce fut la seule chose qui m'ait marqué pendant cette exécution. Car d'autres cris identiques retentirent dans ma mémoire. Ceux de mes camarades fusillés. Et ce fut avec une grande satisfaction que je m'avançai et que tranquillement je lui ai donné le coup de grâce. Le canon de mon revolver placé 5 cm au-dessus de l'oreille droite. Puis j'ai ramené ma douille. Un an et demi après, en juillet 1946, Pierre Lussac est à son tour condamné à mort. On lui impute 140 arrestations, 57 exécutions et 68 déportations. À propos des lycéens parisiens, il déclare lors du procès s'être rendu à la ferme du By à la suite d'un appel de la Gestapo parisienne et affirme que l'information ne provenait pas d'André Parent. Le massacre des lycéens de l'été 1944 gardera ainsi à jamais une part de mystère. Il est commémoré chaque année au collège Stanislas de Paris et dans les bois de Sologne, où ils furent fusillés.